Ça fait plus de 30 ans que je raconte des histoires. Et bien évidemment, mon territoire de prédilection, c'est la Sologne, ma Sologne natale. Ici, tout près de Chambord, j'ai choisi l'étang de Montperché. L'étang, pour moi, c'est un élément caractéristique de la Sologne. C'est l'étang de Montperché, mais c'est tous les étangs de mon enfance avec mes premières pêches à la ligne, avec le grand-père qui participait aux pêches d'étang. Et puis, il y a aussi toutes les légendes, tous les contes populaires qui tournent autour des eaux stagnantes des étangs de la Sologne. Il avait fait tellement froid cet hiver-là, en Sologne, que les canards s'étaient laissés surprendre. La glace avait pris en 3/10 de seconde à la surface de l'étang. Les canards prisonniers, les pattes prises dans la glace. Alors les gars du village sont allés chercher les faux et... ils ont fauché les canards. Non mais attendez, ils ne voulaient pas se faire avoir comme l'année précédente. L'année précédente, il s'était passé la même chose. Les canards prisonniers, les pattes prises dans la glace. Mais cette année-là, les canards tous ensemble avaient fait 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! Ils avaient battu des ailes tous ensemble, ils avaient réussi à soulever la plaque de glace pour aller la faire fondre près du soleil. Le problème, c'est qu'ils avaient tout emmené. Et c'est comme ça que 3 semaines plus tard, on a vu pleuvoir des tanches, des carpes et même des perches. Et mon grand-père qui m'a raconté l'histoire m'a dit que c'est depuis cette histoire-là que parfois les perches, on les appelle arc-en-ciel. Ce que j'aime bien dans les contes de Sologne, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a le décor, l'environnement, et en même temps, on a la nature humaine, les êtres vivants qui sont là, de chair et de sang, avec les rires et les larmes et les drames. Et puis, c'est la relation humaine et la relation à l'autre. Attention, changement de décor. Ici, on est chez les puissants. Et évidemment qu'ici, dans le cadre de Chambord, par exemple, on a l'aspect historique, majestueux, ce château absolument fabuleux. Et puis à côté, la nature toute simple, et puis le peuple qui est là. Et surtout, ouvrez grand vos oreilles. On est ici à Saint-Dié-sur-Loire, sur le port de Chambord. C'est donc ici, il y a 500 ans, que la construction du château a commencé. Le château qui se trouve à moins de 5 km. L'association s'appelle les Marins du port de Chambord. Ici, nous sommes à Saint-Dié, et à Saint-Dié-sur-Loire, il y avait un port, et c'était le port du château de Chambord. En fait, c'est ici qu'on a débarqué l'essentiel des matériaux qui ont servi à la construction du château. Après les extractions massives de sable et de gravier, en fait, le lit de la Loire s'est enfoncé et donc le port, la ligne d'eau s'est abaissée et le port s'est déconnecté de l'eau. En fait, il y a une déconnexion qui est de l'ordre de 2 mètres ici. Donc, le port n'est pas à proximité de l'eau, il est en retrait et en fait, ce sont les pentes qu'on voit sous le quai, sous les arbres qui sont là sur le côté, qui constituent le port, avec les cales, avec les escaliers, les anneaux, voilà. Mais dans un premier temps, c'est vrai que c'est un ouvrage qu'on a du mal à visualiser. On a accosté là pour se rapprocher du port. Et puis là, juste derrière, on a ce qu'on appelle une cale, c'est-à-dire en fait l'ouvrage qui permettait d'embarquer et de débarquer des marchandises ici sur le port. Alors il y en a toute une série sur toute la longueur du port qui fait un peu plus de 800 mètres de long.
On va procéder au nettoyage de l'intérieur des coques, de l'extérieur. On refera le goudronnage, quoi. Peut-être faire demi-tour, là. L'association Marins du port de Chambord existe depuis 2010. En fait, dès le départ, l'objectif de l'association, c'était de transmettre une connaissance autour du fleuve. Et par le biais de cette transmission de connaissances, en fait, le but principal, c'était de préserver la Loire. C'est aussi une transmission humaine autour de la vie sur le fleuve, autour de la marine de Loire, autour de la pêche, qui sont défendues et montrées au grand public. Salut Nico. Alors, elle fuit ? A priori, non. Je suis arrivé à Chambord il y a une vingtaine d'années pour monter une école de trompe. J'étais forestier en poste à Orléans, à l'ONF. J'ai enseigné la trompe durant une bonne quinzaine d'années, mais mon métier de forestier a pris le dessus. Aujourd'hui, je suis devenu adjoint au directeur de la chasse et de la forêt, chef de service des visites en forêt et aussi cartographe. Ça, c'est mes 3 points forts. Et l'école de trompe a une toute petite part aujourd'hui. Nous sommes dans le parc de Chambord, un domaine forestier qui fait plus de 5000 hectares. Et nous, notre rôle de forestier, c'est de conserver ce patrimoine naturel. Nous avons un plan d'aménagement qui nous permet de garder la forêt comme elle a toujours été conduite depuis des siècles. Nous gérons aussi les animaux qui vivent dans cette forêt. Donc cerfs, sangliers, biches, avec des espèces un peu remarquables comme certains rapaces rares. On essaye de garder les biotopes pour que les animaux se plaisent toujours à Chambord. J'avais prévu de sonner avec Louis un peu. Oui. Il n'a pas l'école cet après-midi. Ah. Il est là, il a une nouvelle embouchure. D'accord, fais voir. Fais-nous écouter. Ah, il y a du timbre. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on sonne ensemble. Ouais. Il ne fait pas très chaud, on peut aller dans la salle comme on a l'habitude d'aller. Ok, Nico, c'est bon? Okay. On a 5 minutes? Allez, on y va. J'ai commencé un petit peu par hasard à écouter la trompe en forêt. Ça m'a plu et ça m'a donné des émotions, mais ce patrimoine-là, je ne l'avais pas. Par contre, Nicolas, son grand-père, sonne de la trompe. Et Nicolas, lui, c'est un patrimoine génétique. Moi, je suis du centre de la France. On est dans la forêt, au milieu des serres. C'est naturel de sonner. On ne se pose même pas la question est-ce qu'on va sonner. On le fait étant tout petit, avec des yeux de petit garçon, à imiter le papa, le grand-père. Ah. Et puis après, ça reste. Ça fait partie de notre bagage. Les gars, je vous propose de sonner le rallye bourbonnais. Bienvenue au Petit Chambord, hein. Donc un domaine viticole. Pourquoi Chambord? Dans le mot Chambord, il y a le champ et on est au bord normalement d'un ruisseau. Il y a un petit ruisseau épisodique qui passe pas loin d'ici. Régulièrement, il y a des gens qui voient le panneau au bout de la route et qui viennent voir, à quoi ressemble le Petit Chambord. Nous sommes ici sur une parcelle du domaine qui est plantée avec le cépage traditionnel qu'on connaît bien sur notre domaine, qui est le romorantin, hein, qui est donc arrivé dans notre région dans les années 1500, introduit par François Ier. Ces cèpes-là, ils ont été plantés en 1928.
1928. Donc c'est un héritage. Je veux dire, quand on plante une parcelle de romorantin, on est à peu près certain de ne pas l'arracher. Je veux dire, cette parcelle a été plantée par mon grand-père, je veux dire. Donc mon père l'a exploitée et moi j'ai continué, je veux dire. Donc nos vins, produits sur les deux appellations, Cheverny et Courcheverny, on les associe étroitement à l'image de Val-de-Loire, hein, qui est très porteuse pour nous parce qu'il y a toute une histoire autour du Val-de-Loire, les châteaux et bien sûr notre territoire. Donc à côté de moi, il y a 2 bouteilles d'appellation Courcheverny avec ce cépage unique, le romorantin. Hein. Certes, on a eu du mal à s'implanter à l'export avec ce cépage parce que c'est un cépage qui n'est pas du tout connu. Hein. Quand on parle de Sauvignon, je veux dire, les gens ont tout de suite un repère. Hein. Il y a des appellations prestigieuses qui utilisent ce cépage, donc il y a déjà une notoriété qui est faite avec le cépage. Pour le romorantin, il y a eu davantage de construction à faire. Je veux dire, il a fallu parler et maintenant ça fonctionne très bien. Je veux dire, vous allez à New York, on parle du Romo. Hein. On parle même pas de Courcheverny, on parle du Romo, hein, qui est le surnom du romorantin. Donc pour nous ici, sur les appellations Cheverny et Courcheverny, cette année 2020, naturellement, a été une année compliquée hein, d'un point de vue commercialisation. Hein. Par contre, restons optimistes, 2020, c'est un excellent millésime. On a des volumes de production très corrects et surtout une jolie qualité, hein, qui nous laisse espérer pour les ventes de 2021 et 2022. Et donc maintenant, avec ce romorantin, trinquons à la santé de Chambord, le grand et le petit.